Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. On les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Merci d'avoir patienté pour la sortie de cet épisode. La raison de ce retard, c'est qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 septembre, a lieu la World Childless Week. C'est un événement en ligne qui vise à sensibiliser et à soutenir la communauté des femmes sans enfants par circonstances de vie. Tu peux retrouver le programme sur worldchildlessweek.net. Pour ce 5e épisode, que j'ai enregistré cet été, je continue à te faire voyager, et un peu plus loin cette fois, au Québec. Bon, bien sûr, je suis pas allée au Québec en personne. On a fait l'enregistrement à distance qui va expliquer le son d'un peu moins de bonne qualité. J'ai rencontré Catherine Emmanuelle de Lille, une enseignante en francisation de 43 ans, avec qui on a parlé de vie sans enfant, d'infertilité et de deuil. C'est probablement l'interview le plus touchant que j'ai pu mener jusqu'à présent. Je vais donc te laisser découvrir l'histoire de cette femme tellement courageuse. Alors, je commence quand je veux? Oui. Alors, je me présente. Je suis Catherine Emmanuelle de Lille. Je suis québécoise. J'habite la région de Montréal et j'ai 43 ans. Dans la vie, je suis une enseignante en francisation auprès des enfants immigrants. Et voilà, ma deuxième profession, c'est évidemment d'avoir créé femmesansenfants.com. Je donne des conférences, j'anime une communauté de rencontres. C'est des communautés que j'ai créées à Montréal, à Québec, à Paris et à Bordeaux pour animer, dans le fond, des rencontres, permettre des rencontres entre femmes sans enfants. J'aimerais commencer, dans le fond, en partageant mon histoire. Ma famille, c'était une famille typique québécoise. Mon papa avait une entreprise et maman était à la maison pour s'occuper de nous. Puis avec ma sœur, j'avais eu une relation normale, avec ces frictions à l'adolescence entre deux sœurs qui sont pas du même âge. En général, une bonne relation entre nous quatre. Alors, mon enfance, je pourrais la qualifier d'enfance idyllique. En fait, j'ai grandi à la campagne, sur une terre agricole, entourée de champs de maïs. Et j'ai passé ma petite enfance à jouer avec mes 3 voisins, 3 garçons. On avait un immense terrain, puis on passait nos journées dehors à s'amuser. Voilà, donc c'est ça, j'ai une super belle enfance. Puis à 14 ans, je n'avais pas de puberté. Donc, je n'avais pas de menstruation, mon corps ne se transformait pas. Évidemment, moi et ma mère, on se demandait ce qui se passait. Donc, on a décidé d'aller à l'hôpital et d'investiguer. Puis, en faisant une batterie de tests, on a découvert que je n'avais pas d'ovule. Et on m'a appris à 14 ans que il y aurait des grosses chances que dans le fond, je pourrais jamais avoir d'enfant naturellement, que j'étais infertile. Donc, on se donnait un délai jusqu'à l'âge de 17 ans pour essayer de voir, parce que parfois, les menstruations se déclenchent tardivement chez certaines femmes, ça peut arriver. Puis comme à 16 ans, ça se passait toujours pas, ils ont décidé de vraiment me donner des anovulants. Ça a déclenché, on appelle ça des saignements de retrait. Dans le fond, tu sais, c'est ça a déclenché des menstruations, puis ça a déclenché après ça la puberté, toutes les transformations physiques. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une puberté en accéléré en dedans de 6 mois, tellement
rapidement que j'ai su après que des garçons à l'école croyaient que j'avais eu des implants mammaires parce que mes seins étaient apparus tout d'un coup. Donc, c'est vous dire à quel point la transformation s'est faite d'une manière, je peux dire, un peu brutale, là. Puis c'était pas comme quelque chose qui se faisait naturellement, c'était comme quelque chose qu'on a dit, qu'on a imposé à un certain moment de ma vie. Donc c'est difficile de s'approprier son corps de femme quand ça arrive d'une manière c'est comme chimique. Donc c'est ça. Donc j'ai eu à partir de 16 ans, je pourrais dire un corps de femme, tout en sachant intérieurement que je n'étais vraiment pas comme les autres femmes de mon âge et que je ne pourrais jamais procréer biologiquement. Sauf qu'à cet âge-là, j'étais pas en mesure vraiment d'être capable de vivre ça, puis de passer à travers tout ce que ça pouvait me faire vivre. Donc, j'ai mis comme un couvercle sur le diagnostic d'infertilité. Progressivement, c'est ça, vers l'âge de 30-35 ans, mes amis ont commencé à faire des enfants. Les enseignantes autour de moi étaient des jeunes femmes, commençaient à fonder leur famille. Et puis là, c'est devenu extrêmement intense, c'est devenu douloureux de côtoyer des femmes qui devenaient mères partout autour de moi. Et j'ai réalisé à 35 ans que je devais soulever le couvercle puis m'occuper de ce que j'avais refusé de voir jusqu'à maintenant. C'était mon deuil. Donc, je devais affronter, vivre ce deuil-là, y plonger. Et pour y plonger, j'ai décidé de me joindre à une communauté de soutien sur Internet qui était à San Francisco, qui avait été mise sur pied par une blogueuse américaine qui s'appelle toujours Lisa Menterfield, pour accompagner les femmes qui souhaitaient faire le deuil de la maternité. J'ai fait partie de ce groupe d'échange pendant 6 mois. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Suite à la fin, donc au moment où cette communauté-là devait se terminer, ce parcours de 6 mois, je me rappelle la dernière journée être en larmes parce que je me disais, pour la première fois de ma vie, j'étais en contact avec des femmes qui vivaient un peu ce que je vivais. Et puis là, je me retrouve encore une fois seule avec ce vécu-là. Et là, j'ai eu l'idée de commencer à bloguer sur le sujet en français parce qu'à l'époque, je trouvais zéro information en français sur le sujet sur Internet. C'est ce qui m'a menée à créer femmesansenfants.com. Et j'ai commencé par écrire des articles. Puis ensuite, c'est devenu super important pour moi de faire des entrevues avec des femmes sans enfants parce que, justement, ces témoignages de femmes sans enfants, on ne les entend pas dans la société. Ces femmes sont encore invisibles, de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de prises de parole, mais à l'époque, c'était ça l'idée, c'était de faire entendre les témoignages et de rendre ces femmes visibles, ces histoires de femmes visibles pour aider les femmes sans enfants à sortir de l'isolement et à se sentir ralliées à une communauté, à une, entre guillemets, tribu de femmes qui leur ressemblent. Donc, voilà, je crois que ça décrit quand même assez bien mon histoire. Je vais passer à la partie question. Quelle a été ta réaction lorsque tu as su à 14 ans que tu n'avais pas d'ovule? Parce que normalement, c'est une question qu'on se pose pas forcément à 14 ans, le fait de vouloir être mère. Enfin, je veux dire, on se projette pas forcément mère à 14 ans. Tout de suite, ça s'est passé vite comme l'éclair dans ma tête. Je me suis dit, quand j'ai eu le diagnostic, moi, j'aurais pas d'enfants parce que je voulais porter des enfants. Je voulais avoir des enfants qui me ressemblent, qui ressemblent à mon conjoint. Pas que je crois que j'ai un patrimoine génétique absolument extraordinaire, c'est pas ça, mais on dirait que ça a été beaucoup valorisé dans ma famille par ma mère de dire « Ah, mais tu vois, t'as tel talent de ta grand-mère » ou ça, ce trait de ta personnalité, ça me fait penser à telle tante. Donc, on dirait que c'était comme plus fort que moi. Si je pouvais pas créer un enfant biologique, ni le porter, mais c'était clair pour moi que j'en aurais pas. Mais évidemment, je savais pas tout ce que ça me ferait vivre. Quelle a été la réaction de tes parents et de ton entourage quand
Ça a été un choc pour nous deux. Quand on est revenu en voiture, c'était à Montréal, puis on revenait sur la Rive-Sud. Puis le trajet de retour, le souvenir que j'ai eu, c'est qu'on est revenus les deux, puis on a pleuré tout le long du trajet de retour. Pleuré en silence, comme si on s'était donné le droit, les deux, d'être tristes librement en même temps, comme si on était réunis dans cette tristesse-là, comme si ma mère comprenait l'ampleur de la perte que je vivais. Puis après ce trajet-là en voiture, on n'en a pas reparlé pendant des années. Puis j'ai su plus tard, à partir du moment, je pense, où j'ai créé mon blog, que mes parents m'ont dit, dans le fond, on voulait pas t'en parler parce qu'on voulait pas te faire de peine. Mais en fait, ce que ça a fait de pas en parler, c'est que ça a amplifié, dans le fond, mon isolement. Mais j'en veux pas à mes parents, ils ont fait, croyaient bon faire. Puis je pense qu'eux aussi, ils vivaient leur propre deuil. Mes parents ne sont pas grands-parents. Ça aussi, c'est quand même un fait assez important parce que j'ai une sœur qui est un peu plus vieille que moi et qui n'a pas d'enfant, elle non plus. C'est une question de circonstances de vie, de ne pas rencontrer la bonne personne au bon moment. Et on appelle ça, ce phénomène-là, l'infertilité sociale. Donc, ça touche beaucoup de femmes qui rêvaient d'avoir des enfants, mais qui n'ont jamais rencontré le bon père, le bon partenaire au bon moment. En libérant la parole, en créant femmesansenfants.com, ce que ça a fait aussi, l'autre beau cadeau, c'est que j'ai eu l'impression que ça m'a rapproché de mes parents parce qu'on a réalisé qu'on vivait un petit peu la même chose au point de vue social. Par exemple, mes parents, comme ils ne sont pas grands-parents, ils peuvent pas contribuer aux discussions des autres grands-parents qui parlent de leurs petits-enfants. Puis, en ouvrant sur le sujet, on a réalisé qu'à certains égards, on partageait un peu cette souffrance-là, qui est de moins en moins grande avec le temps. Ok. Toi, tu voulais des enfants? Ah oui, moi, j'ai toujours voulu des enfants. Moi, j'étais très maternelle. Je m'occupais de mes cousins, mes cousines. J'étais monitrice de camps de vacances. Ça a toujours été facile pour moi, le contact avec les enfants. Très simple, très satisfaisant au niveau... Tu sais, j'ai toujours aimé leur folie, leur liberté, leur imagination, leur drôlerie. Donc, moi, c'est clair que j'en voulais des enfants. Donc, ça a été un choc énorme. Puis, je pense peut-être inconsciemment, c'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller en éducation. Mais maintenant, je peux pas dire que je pallie à mon absence au fait que je suis pas mère par mon métier. Pour moi, c'est vraiment deux choses séparées. Je suis une femme sans enfant et je suis une enseignante. Et je le fais pas pour combler un besoin parce que, je sais pas, maintenant, quand mes journées sont terminées au travail, je suis heureuse de revenir chez moi puis de pas avoir d'enfant, tu sais. Je suis heureuse d'avoir ma liberté, je suis heureuse d'avoir mon calme, puis je suis, avec le temps et avec le deuil, je suis en mesure d'apprécier ce que j'ai plutôt que de voir ce que j'ai pas. Puis j'ai effectivement passé beaucoup de temps à regarder le jardin des autres en me disant qu'il était beaucoup plus vert que le mien. Et quand je dis les autres, c'est les parents. C'est avec le temps que j'ai réalisé que, en fait, avant, je voyais aucun avantage à pas avoir d'enfant. Puis maintenant, j'y vois plein d'avantages. Puis j'ai envie de goûter cette vie-là. Et j'ai cessé de vouloir de m'accrocher à cette vie qui était visiblement pas mon destin, d'être une mère. Okay. Est-ce que tu as un premier souvenir de ton envie d'enfant ou pas? Non, j'ai pas un premier souvenir de mon envie d'enfant. C'est comme si ça a toujours été là. Hein, c'est fou, hein? C'est comme si je l'avais pris pour acquis. J'avais complètement pris pour acquis que ça m'arriverait. Puis je pense que l'ampleur du choc vient de là. Puis ça, là, c'est super intéressant ta question parce que c'est ça qui se passe pour beaucoup de femmes, c'est qu'on prend pour acquis que on est fertile. C'est comme si on pense pas qu'on peut avoir des problèmes de fertilité jusqu'à temps que ça nous arrive. Puis le fait qu'on en parle de plus en plus dans les médias, mais je trouve que c'est bien parce que
ça conscientise les femmes. C'est pas l'idée, c'est pas de dramatiser, mais c'est de pas nier que aussi plus on attend tard dans le temps pour faire des enfants, plus on peut être confronté à ça. Puis de pas prendre pour acquis que ça va fonctionner tout seul puis du premier coup. Tu sais, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense la fertilité chez la femme. Et chez l'homme aussi, justement, parce qu'on parle beaucoup de l'infertilité chez la femme, mais souvent, d'après les statistiques, c'est pas mal 50-50. Donc, mais on en parle encore très peu de l'infertilité des hommes. Il existe une différence entre infertilité et stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité d'un individu ou d'un couple de concevoir naturellement un enfant, car il n'y a pas de fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. Elle définit un état stable d'infertilité puisque dans ce cas, une grossesse n'est pas possible, même sur le long terme, naturellement. L'infertilité est une inaptitude à avoir des enfants après 12 mois de tentatives régulières. Il y a bien fécondation entre un spermatozoïde et un ovule, mais l'embryon ne parvient pas à s'implanter dans l'utérus ou à se développer jusqu'au terme. Il s'agit donc en théorie d'un état supposé préexistant qui cesse de l'être dès que l'on obtient un enfant. Si les délais à concevoir sont longs, on parle alors d'hypofertilité. On parle aussi d'infertilité primaire pour les couples qui n'ont jamais eu d'enfant et d'infertilité secondaire lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menée à terme ou de fausses couches. Même si les mots stérilité et infertilité sont utilisés dans le milieu médical et qui n'ont pas exactement la même signification, il convient plutôt de parler de problème de fertilité, de délai à concevoir ou d'hypofertilité. Une autre raison à cela, c'est que la stérilité peut être contournée en passant par des techniques de procréation médicalement assistée, PMA. Ces techniques permettent de transformer la notion de stérilité, pour certains couples, en infertilité ou hypofertilité curable. Si les problèmes de fertilité féminine sont considérés à tort comme étant les plus importantes, les problèmes de fertilité masculine sont tout aussi courantes. 30% des cas d'infertilité sont d'origine masculine. Altération du milieu testiculaire, obstruction des conduits, pathologie au niveau de la prostate, problème d'éjaculation ou d'érection et altération du sperme. 30% des cas d'infertilité sont d'origine féminine, ménopause précoce, endométriose, obstruction ou lésion des trompes de Fallope, anomalie de l'utérus et du col de l'utérus ou troubles ovulatoires. 20% d'origine mixte ou combinée, les deux membres du couple sont à l'origine de l'infertilité. 20% des cas restent inexpliqués, la cause n'ayant pas pu être identifiée. Un autre facteur est aussi à prendre en compte, celui de l'âge. Si les femmes naissent avec un nombre limité d'ovules, dont le stock diminue jusqu'à la ménopause, au contraire, les hommes produisent continuellement des spermatozoïdes quel que soit leur âge. En théorie, ils peuvent donc procréer toute leur vie. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que leur fertilité ne décline pas avec l'âge, et c'est un sujet que j'aimerais aborder lors de prochains épisodes. Et c'est fou parce qu'on entend, moi j'ai jamais entendu un homme qui dit moi je peux pas avoir d'enfant quoi. Je sais, c'est fou. C'est comme si ça repose tout sur les épaules de la femme, mais c'est non, tu sais, c'est pas vrai, là. Ça, c'est sûr. Alors du coup, c'est quoi une vie sans enfant? Wow! C'est une vie à redéfinir. Quand on fait face au fait qu'on peut pas faire d'enfant, la première chose, c'est on doit décider est-ce qu'on veut faire un enfant d'une autre manière. Est-ce qu'on veut avoir recours à la procréation assistée? Ensuite, on se demande est-ce qu'on veut adopter? Ou puis aussi se demander est-ce qu'on veut avoir un enfant seul? Puis quand la réponse à toutes ces questions, c'est non, là, il faut redéfinir et redécouvrir quel sens on veut donner à notre vie. Puis ça peut être extrêmement vertigineux. Ça demande vraiment d'avoir le courage de plonger en soi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Puis pour arriver à trouver ça, il faut passer avant tout par l'étape du deuil. Donc, il faut tout traverser cette souffrance-là. Puis à travers cette souffrance-là, le cadeau qu'il y a derrière ça, c'est d'arriver à trouver comment se redéfinir soi-même
Donc, c'était qui la petite Catherine Emmanuel avant de vouloir devenir une mère? Qu'est-ce qu'elle aimait faire? C'est quoi ses passions? C'est quoi ses talents? Qu'est-ce qu'elle aime de la vie? Puis comment on veut faire une différence dans le monde. Puis dans le fond, faire une différence dans le monde, ça veut pas nécessairement dire de faire quelque chose d'absolument extraordinaire, là, tu sais, d'aller monter le Kilimandjaro ou d'aller faire de l'aide en Afrique ou tu sais, dans le fond, il s'agit de trouver son chemin puis de trouver la manière dont on a envie de profiter de la vie puis de s'accomplir comme personne et de s'accomplir comme femme. Et puis, comment je m'accomplis, moi? Comme je l'ai dit, je m'accomplis beaucoup dans mes relations avec d'autres êtres humains, mais je nourris aussi toute la dimension spirituelle de mon être. Puis pour moi, la dimension spirituelle, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est tout ce qui touche à nourrir mon âme. Donc, moi, je me nourris beaucoup en allant dans la nature. Je suis une fan de camping. J'aime me baigner dans des lacs. Donc ça, c'est quelque chose, la présence de la nature dans ma vie, ça nourrit beaucoup mon âme, mon cœur, ça m'apaise, puis ça me remet en contact avec ma vraie nature, ma nature simple. Je me nourris aussi au point de vue artistique. Donc, ma nourriture, c'est beaucoup les arts, le cinéma, la musique, la littérature. Donc ça, c'est aussi une nourriture spirituelle super importante pour moi, ce qui me permet de m'accomplir puis de profiter de la vie. C'est la manière que j'ai trouvée qui est vraiment efficace pour vraiment être la meilleure version de moi-même. Une question un peu moins rigolote. Tu l'imaginais comment ta vie avec un ou des enfants? Sais-tu quoi? Je pense qu'avec le temps, je réalise que je l'idéalisais ma vie avec 1 ou 2 enfants. Parce que, tu sais, c'est la vie avec des enfants biologiques, tu sais, quand on n'arrive pas à en avoir, c'est comme si ça reste au niveau du fantasme. Donc, ça reste comme tout beau, tout pur, tout parfait. Puis on dirait que quand on regarde nos amis alentours qui ont des enfants, on se rend compte que justement, c'est pas it's not the picture perfect life qu'on s'imaginait, tu sais. Donc, comment je l'imaginais? Moi, je l'imaginais d'une manière cliché, là. Un amoureux, 2 enfants, une maison en banlieue, un chien, une autoboucou, comme on appelle ici au Québec. Le white picket fence, fantasy, comme on pourrait dire. Puis, avec le temps, je suis comme arrivée à voir que c'était vraiment totalement un fantasme. Puis que parce que j'ai confronté ça à la réalité quotidienne de mes collègues et amis qui ont des familles, qui ont des enfants, qui traversent des difficultés. Donc, c'est comme si avec le temps, le fantasme de la vie de famille s'estompe pour laisser place à une réalité finalement fort agréable et singulière et particulière. C'est ma vie est quand même particulière, différente, puis j'arrive de plus en plus à accueillir, à embrasser cette différence-là. Ta question qui me semblait au départ moins rigolote finalement, mais je la trouve pas si intense que ça. Ça va alors. Suite à notre première discussion, tu m'as dit que tu ne pouvais pas faire un enfant, mais que tu pouvais en porter. Et du coup, est-ce que la procréation médicalement assistée ou l'adoption, ça a été une option pour toi ou pas? Non, jamais. Puis c'est ce qui me choque un peu, c'est qu'on présente souvent ces options-là comme des options solutions faciles. Tu sais, quand tu dis que tu peux pas faire d'enfant, t'as-tu pensé à l'adoption? C'est vraiment pas le cas. En tout cas, au Québec, c'est vraiment pas simple d'adopter, souvent très coûteux en argent, mais coûteux aussi émotionnellement. Puis, mais ce qui se cache sous ces questions-là, pourquoi tu n'as pas eu recours à la procréation médicalement assistée ou pourquoi tu n'as pas eu recours à l'adoption,
c'est dans le fond une difficulté à entendre la souffrance de ce que ça peut être d'être sans enfant quand c'est pas un choix. C'est difficile pour les gens de rester là. Puis la souffrance, c'est quelque chose dont on veut se débarrasser, tu sais, le plus vite possible. Donc on cherche des solutions, tu sais, on cherche beaucoup à nous donner des solutions aux gens qui peuvent pas procréer naturellement. Mais en proposant des solutions, on n'est pas là pour vraiment répondre aux besoins, qui est peut-être simplement d'avoir le courage de rester à côté de ces femmes-là qui portent cette souffrance-là, de se rendre disponible pour les écouter, sans vouloir les changer, sans vouloir les réparer, sans vouloir les sauver, juste être là pour entendre que, tu sais, comme on dit en anglais, it sucks, really. C'est vraiment, là, en anglais, en français, on dit ça craint, la vie, c'est de la merde. Oui, je suis d'accord avec toi, puis j'aurais vraiment espéré quelque chose de mieux pour toi. Mais si tu as besoin de mon aide puis de mon écoute, ben je vais être là pour toi, puis je vais être là pour t'écouter. Je pense que c'est ça dont les femmes ont le plus besoin, pas de se faire suggérer des solutions auxquelles elles ont déjà pensé clairement, ou de se faire réparer. Parce que les femmes sans enfants, elles sont pas défectueuses, elles sont pas brisées, elles sont des femmes extraordinaires, entières, qui ont plein de choses à donner, juste d'une autre manière, puis à d'autres personnes que leur progéniture. Le fait d'avoir des enfants pour une femme elle est toujours un peu perçu comme révélateur de son identité de femme. Est-ce que pour toi, le fait de ne pas pouvoir faire un enfant, ça ne fait pas de toi une vraie femme? Oh, bonne question. J'ai souvent eu l'impression que j'étais pas une vraie femme. Ben, premièrement, parce que j'ai pas d'ovule. Deuxièmement, parce que je peux pas faire d'enfant. Puis en même temps, avec le temps, je me dis... Oui, mais être une femme, c'est juste faire des bébés. Hein. On peut pas réduire être une femme à uniquement des fonctions de procréation. Tu sais, ce serait complètement fou de réduire la femme à une simple procréatrice. Tu sais. Mais c'est sûr que le fait de pas pouvoir faire d'enfant biologique, ça m'a plongé dans une grosse remise en question. Tu sais. Oui, j'ai tout d'une femme sans pouvoir être capable de vivre la grossesse, puis de m'accomplir comme les femmes s'accomplissent depuis des millénaires. Ben, avec le temps, je pense que je suis capable de dire que oui, on est une vraie femme, avec une expérience unique de ce que c'est être une femme. Parce que l'expérience normative pour la femme, c'est de faire des enfants. Mais moi, j'aimerais ça que cette expérience de vie complètement différente de ces femmes sans enfants, on en parle davantage au cœur du mouvement féministe. Puis, j'aimerais ça qu'on en parle aussi au cœur de nos milieux de travail. Parce que nous, on la vit complètement différemment des mères. Puis les sans-enfants, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'enfants qu'ils n'ont pas de responsabilité. Ces sans-enfants-là aussi peuvent avoir des projets personnels qu'ils veulent réaliser, des engagements humanitaires auxquels ils veulent répondre. Souvent, les femmes sans enfants me disent qu'elles vivent des injustices, qu'elles ne se sentent pas reconnues, puis qu'elles ont l'impression que leurs besoins de congés, de temps de pause est moins reconnu ou moins valable que ceux des parents. Je pense qu'il va falloir commencer à regarder dans le monde du travail en lien avec les sans-enfants, parce qu'ils sont de plus en plus, ils vont être de plus en plus présents dans la société actuelle. Et je pense qu'il va falloir vraiment commencer à donner une place à leurs paroles, puis surtout à valoriser leur temps personnel. Il va falloir se poser la question, est-ce qu'on est en train de donner plus de valeur au temps personnel des parents versus le temps personnel des sans-enfants? Notre temps personnel nous appartient, qu'on soit parents, qu'on soit non-parents. Et ce temps personnel-là a une valeur.
J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, enfin, tu vois, moi par exemple, c'est un choix de ne pas vouloir faire un enfant parce que je sais que ce temps-là que je donnerai à un enfant qui est énorme, je veux le garder pour moi pour faire d'autres projets et sont tout aussi importants que le choix de faire un enfant qui a été un choix et c'est une obligation du coup, mais c'est une obligation qui est découlée d'un choix, quoi. Ben, c'est ça. Alors, une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu es ou est-ce que tu as été amoureuse? Et est-ce qu'avec tes compagnons, tu parlais de ce que tu as vécu et comment est-ce que, s'ils l'ont su ou si vous en parliez, comment est-ce que eux l'ont vécu? Ben oui, j'ai été, je peux dire, heureusement, j'ai été amoureuse. Et au départ, dans la vingtaine, c'est très, très difficile pour moi de m'amener auprès de mes amoureux avec cette incapacité de faire des enfants. Je portais une grande crainte qu'on m'abandonne, qu'on me laisse si je partageais cette information-là avec les hommes que je rencontrais. Donc, c'est clair que je me sentais extrêmement inférieure, puis défectueuse, puis que à quelque part, je me disais qu'on pourrait pas s'intéresser à moi parce que je pourrais pas faire d'enfants. Puis maintenant, au contraire, avec le temps, avec le deuil, je l'assume de plus en plus. Puis c'est quelque chose que je partage d'une manière maintenant assumée. Et j'ai personne dans ma vie présentement, puis j'essaie de rencontrer des hommes et ben c'est vraiment maintenant c'est une information que je partage sur le champ. Et longtemps en fait, j'ai voulu rencontrer des hommes avec des enfants pour pouvoir vivre la vie de famille, même si c'était pas des enfants biologiques. Et maintenant, ça a complètement changé. Puis je pensais jamais que ça arriverait, mais maintenant j'ai plus envie de rencontrer un homme qui a pas d'enfants. Je ressens plus le désir de vivre ça avec un homme, d'avoir des enfants autour de nous. J'ai plus envie de me consacrer à la création d'une relation authentique et profonde avec un homme. Là, j'aurais plus envie de faire des voyages avec mon amoureux, de faire du camping, d'être libre, de pouvoir décider à la dernière minute qu'est-ce qu'on fait, où on va, voilà, de profiter de cette liberté-là que la vie m'a finalement offerte, puis dont maintenant je peux jouir parce que j'accepte ce que la vie m'a donné ou ce que la vie m'a enlevé. Est-ce que pour toi, l'horloge biologique, elle a sonné à ta porte et est-ce que tu l'as entendue? Et si c'est le cas, comment tu l'as accueillie? Ben, je sais pas. Je sais qu'il y a plein de femmes qui l'entendent, cette horloge biologique. Mais moi, ça s'est pas présenté parce que ben, on m'a dit carrément qu'elle sonnerait pas. Donc, tu sais, moi, j'ai comme une autre vision totalement de la notion d'horloge biologique. Mais moi, c'est comme si je l'ai décroché du mur puis je l'ai rangé dans un tiroir. Peut-être que moi, l'horloge biologique, ça a été à 35 ans. L'horloge biologique, ça a sonné. Moi, ça a été l'horloge du deuil qui a sonné. Hein? J'ai jamais vu ça comme ça. Et moi, ça a été l'horloge du deuil, ça n'a pas été l'horloge de la procréation. Ok, c'est intéressant ça, l'horloge du deuil. Est-ce que tu peux me parler du deuil qu'on traverse quand on est une femme sans enfant par circonstances de vie? Ce qui est difficile dans le deuil de la maternité, c'est que c'est un deuil étouffé. C'est pas visible, c'est pas concret. C'est pas comme si ton enfant était décédé ou qui avait déjà existé. Tu fais le deuil de quelque chose qui a jamais existé, qui existera jamais. Puis pour les gens, c'est difficile de comprendre que ça puisse durer longtemps, ce deuil-là, parce que ben c'est un humain qui a même pas existé. Donc, ce deuil-là devrait se faire assez rapidement pour la plupart des gens. Mais le deuil peut pas se faire rapidement parce que c'est un deuil qui est pas entendu, qui est pas reconnu, puis il y a pas de place vraiment pour exprimer la souffrance liée à cette absence-là, à ce rêve qui peut pas se réaliser. Donc, la place qu'il y a pour parler de ça, ben, ça peut être en thérapie ou avec des femmes qui vivent la même réalité. Puis c'est pour ça, moi, que je voulais créer femmessansenfants.com puis les groupes de rencontres, parce que je croyais vraiment à l'importance de créer un endroit où ces femmes-là pouvaient parler de cette absence qui peut prendre toute la place, en fait, quand on est en deuil de la maternité.
Puis moi, l'expression de ce deuil-là, je l'ai fait grâce à la suggestion de Lisa Manterfield de Life Without Baby, dont j'ai parlé plus tôt dans le podcast. Et dans l'accompagnement qu'elle nous a fait, elle nous a incité à créer pour nous-mêmes une cérémonie de deuil. Donc, un rituel de deuil. Il s'agit de trouver une manière de symboliser comment on veut laisser aller le rêve d'être mère. Puis, ce rituel-là était vraiment super déterminant puis important pour moi. Mon rituel peut être complètement différent du rituel de la voisine. Et moi, la manière dont que j'ai trouvé pour laisser aller le rêve d'être mère, c'est que, dans le fond, j'ai choisi de planter un arbre dans un parc de ma ville. Et au départ, je me disais, je veux planter cet arbre-là en arrière de chez moi. Et après réflexion, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver si je vends ma maison? Je pourrais plus aller visiter mon arbre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de planter mon arbre dans un endroit public, un endroit que je peux visiter quand je veux. En plantant cet arbre-là, j'ai demandé à ma famille, à mon père, ma mère et ma sœur d'être présents. J'avais rédigé toutes les raisons pour lesquelles je rêvais d'être mère, j'ai écrit ça. Et j'ai lu toutes ces raisons-là devant les membres de ma famille. Nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer, reconnaître, permettre de s'exprimer et donner une place à une peine douloureuse qui m'habite depuis longtemps. Mon incapacité d'avoir des enfants, qui me privera d'être mère, qui empêchera ma sœur d'être tante et mes parents d'être grands-parents. Cette grande peine, je la vis seule depuis longtemps et aujourd'hui, elle trouve enfin une place pour s'exprimer. Je considère qu'il est venu le temps, à 36 ans, de poser un geste qui m'aidera à faire le deuil de cet enfant que je n'aurai pas, d'accepter cette situation que je ne peux changer et qui m'empêche d'avancer, et de me réaliser pleinement en tant que femme depuis longtemps. J'ai choisi pour marquer ce passage vers l'acceptation de ma situation, un endroit qui me ressemble et que j'aime dans ma ville, Saint-Bruno, un parc. Un endroit dans la nature que je peux visiter, en compagnie des gens que j'aime, un lieu protégé, empreint de paix et de calme. Je veux y planter aujourd'hui un arbre en symbole de l'enfant que je n'aurai pas. Tout comme l'enfant, l'arbre grandira, subira des transformations liées aux saisons, puis peu à peu, il s'enracinera et deviendra, je l'espère, de plus en plus fort et majestueux. Bien sûr, il n'est pas immortel. Toutefois, si la chance lui sourit, il devra vivre en santé pour plusieurs années. J'aimerais aussi glisser sous ses pieds les raisons pour lesquelles je désirais avoir des enfants. Les voici. Pour ne pas être seule, pour prolonger notre lignée, pour enseigner la vie à quelqu'un, pour partager la vie avec quelqu'un, parce que je les aime, parce qu'ils apportent une fraîcheur à la vie, parce que la vie semble plus simple et plus belle avec eux, pour être comme tout le monde, pour me sentir vraiment une femme accomplie, pour donner des petits-enfants à mes parents et pour permettre à mes parents d'être grands-parents, pour redécouvrir la vie à travers leurs yeux, pour leur faire découvrir la musique et les arts, pour marcher avec eux dans le bois, pour camper avec eux, pour voyager avec eux, pour me sentir indispensable, pour donner un sens à ma vie, pour en prendre soin, pour les aimer et qu'ils m'aiment en retour. Par la plantation de cet arbre, je laisse aller ma peine, ma colère, ma culpabilité, mon sentiment d'injustice, mon incompréhension et mon sentiment d'infériorité face aux autres femmes. En faisant cela, je m'ouvre à de nouvelles énergies positives qui m'aideront à cheminer dans le futur, le cœur plus léger et l'esprit pacifié. J'accepte ce que je ne peux changer et j'accueille ce qui peut arriver avec ouverture et bienveillance envers moi-même. Merci. Texte prononcé pendant la cérémonie du deuil de Catherine Emmanuelle de Lille. Puis, après avoir lu cette feuille, je l'ai disposée sous les racines de mon arbre et on a planté mon arbre ensemble.
J'ai choisi une essence d'arbre particulière. J'ai choisi un érable qu'on retrouve beaucoup au Québec parce que c'est une essence durable qui est responsable de la création du succulent sirop d'érable. Et je l'ai choisi assez gros pour qu'il soit pas dévoré par les cerfs de Virginie. Parce qu'il y en a beaucoup dans mon parc. Et j'ai choisi l'endroit où je voulais le planter, c'est en face d'un lac. La cérémonie de deuil, c'est vraiment un moment important dans le parcours de deuil parce que c'est comme la première marche de l'escalier du deuil. C'est comme de dire, ben là, j'accepte de dire pourquoi je voulais avoir des enfants, mais j'accepte aussi de laisser aller ce rêve-là. Puis je le fais devant témoin. Ça, c'était mon choix. Mais on peut décider aussi de le faire seul. Donc, il y a autant de cérémonies de deuil que de femmes. Il s'agit de trouver la manière dont on veut commémorer ce rêve-là et aussi le laisser aller pour se tourner vers la suite de notre vie. Est-ce qu'il y a des phases un peu définies de deuil ou pas? Oui, ben il y a des phases effectivement dans tout deuil. Il y a les phases du deuil qui ont été écrites par Elizabeth Kubler-Ross, auxquelles on peut se référer, qui sont quand même assez exactes en lien avec le deuil de la maternité. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation font partie du cheminement au cours duquel nous apprenons à vivre avec l'absence de l'être perdu. Ce sont des outils qui nous aident à cerner et à identifier nos sentiments, non pas des jalons définissant une chronologie linéaire du deuil. Tout le monde ne passe pas forcément par ces 5 étapes et les réactions ne suivent pas toujours le même ordre. Le déni. Cette première étape du deuil permet de survivre à la perte, à ce stade où la vie paraît vaine, le monde dénué de sens. Nous sommes en état de choc, sidérés, paralysés, anesthésiés. Nous nous demandons comment nous allons continuer à vivre, si nous y parviendrons, pourquoi nous le devrions. Le déni et le choc nous aident à faire face à l'existence, à apprivoiser nos sentiments et notre douleur. Le déni est un don de la nature, dans la mesure où il met à distance les sentiments que nous sommes incapables d'affronter. Le déni est un mécanisme de protection psychique, d'où son importance. Nous refusons de croire à ce qui s'est passé, parce que nous ne pouvons pas y croire. À ce stade, l'admettre est au-dessus de nos capacités. Le déni se traduit souvent par un questionnement de la réalité. Est-ce vrai ? La colère. La colère peut prendre diverses formes. On peut être furieux contre le défunt parce qu'il n'a pas suffisamment pris soin de lui, ou s'en vouloir de ne pas avoir mieux veillé sur lui. La colère n'est pas nécessairement logique ou fondée. Émotionnellement, en revanche, nous ne savons qu'une chose, il est mort. Il est important de noter que la colère n'éclate qu'une fois que l'on a acquis le sentiment de pouvoir affronter l'avenir sans la personne disparue. La colère est l'émotion que nous savons le mieux gérer. Nous la nourrissons afin de réprimer provisoirement des sentiments que nous ne sommes pas encore capables d'assumer. La colère peut paraître dévastatrice, mais dans la mesure où ses ravages ont une limite dans le temps, elle constitue un instrument de gestion émotionnelle. Tout au long du processus de deuil, elle ressurgira toutefois à de nombreuses reprises et sous différentes formes. La colère est une phase indispensable au processus de guérison. Ne l'étouffez pas, même si cela vous paraît plus facile que de la déverser, laissez-la éclater, parlez-en, pleurez, hurlez dans un oreiller, trouvez un moyen de l'extérioriser, sans vous blesser ni de faire de mal à quiconque. Ne la contenez pas, au contraire, exploitez-la. Elle signifie que vous progressez, que vous autorisez des sentiments jusque-là jugés trop forts à remonter à la surface. Quand elle s'apaise, car elle finit toujours par s'apaiser, le deuil prend alors une nouvelle forme. 3. Le marchandage. Le marchandage nous aide à franchir le cap d'une étape du deuil à la suivante. Il constitue ainsi une phase de transition permettant au psychique de s'adapter à la situation. Il comble le vide dominé par les émotions extrêmes qui tiennent la douleur à distance. Il nous donne à croire que nous sommes en mesure de restaurer de l'ordre dans le chaos qui a bouleversé notre existence. Nous formulons toutes sortes de si seulement, de et si. Nous marchandons même avec la douleur, nous ferions n'importe quoi pour ne pas avoir autant de chagrin. Nous préférions revisiter le passé plutôt que de souffrir dans le présent. L'intellect parvient cependant inévitablement à la même conclusion. La tragique réalité,
c'est que celui ou celle que nous aimions est bel et bien parti à tout jamais. 4. La dépression. Après le marchandage, nous revenons brutalement au présent. Un sentiment vide nous assaille et le chagrin prend possession de nous, plus intense, plus ravageur que tout ce que nous avions pu imaginer. On se replie sur soi, happé par un brouillard de profonde tristesse. La vie vous paraît vaine, quitter le lit vous semble aussi pénible que de gravir une montagne. Le deuil étant un processus de guérison, la dépression est l'une des nombreuses étapes nécessaires sur la voie du rétablissement. Aussi dur que cela vous paraisse, la dépression doit être gérée de manière paradoxale. Considérez-la comme un visiteur, certes malvenu, mais qui est là, que cela vous plaise ou non. Faites une place à cet hôte. Invitez-le à s'asseoir avec vous au coin du feu. N'essayez pas de fuir. Laissez la tristesse et la vacuité vous purifier et vous aider à examiner tous les aspects du deuil qui vous a frappé. Si vous acceptez votre dépression, elle prendra fin dès qu'elle aura rempli son rôle. Mais il est toutefois possible qu'elle ressurgisse de temps à autre et au fur et à mesure que vous recouvrez des forces. Ne vous inquiétez pas, c'est ainsi que le deuil fonctionne. 5. L'acceptation. L'acceptation n'est pas, comme beaucoup le pensent, le fait de s'accommoder de la disparition du défunt. Personne ne se console jamais de la perte d'un être cher. Cette étape consiste à accepter que celui ou celle que nous aimions est physiquement parti et à admettre la permanence de cet état de fait. Cette réalité ne nous plaira jamais, mais tôt ou tard, nous finissons par accepter quelle est la nouvelle norme avec laquelle nous devons composer. C'est dans cette réalité que notre guérison s'ancrera, même si celle-ci nous paraît de prime abord inconcevable. Guérir, c'est être capable de se souvenir et de se réorganiser. Nous réalisons que l'heure était venue pour le défunt de nous quitter. Il était trop tôt, bien sûr, pour nous comme pour lui, mais pour nous l'existence continue. L'heure de notre mort n'a pas sonné, il est temps de guérir, d'apprendre à vivre sans l'être cher. Trouver l'acceptation, c'est parfois tout simplement passer davantage de bonnes journées que de mauvaises. Au lieu de nier nos sentiments, nous écoutons nos besoins, nous avançons, nous changeons, nous évoluons, nous grandissons, nous recommençons à vivre. Mais cela, nous ne pouvons le faire qu'après avoir accompli le travail du deuil. Sur le chagrin et le deuil, Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler. Toi, tu les as vécues, ces étapes-là? Absolument. Mais encore là, c'est pas un processus linéaire. On peut se promener d'une étape à l'autre, revenir en arrière, faire un bond en avant. C'est comme je dis, ces étapes-là peuvent être vécues dans l'ordre tel qu'ils sont indiqués ou dans le désordre. Mais ça représente quand même assez bien le vécu de deuil des femmes sans enfants. Et aujourd'hui, tu considérerais que tu en es où par rapport à ce deuil? Ah ben là, moi, je considère vraiment que je suis dans la phase d'acceptation. Donc, acceptation, ça veut dire acceptation que ma vie est sans enfant, acceptation que j'ai quelque chose de différent à apporter, mais non moins valable. Cette acceptation-là, elle s'incarne aussi à travers un processus que je suis en train de faire parce que je suis actuellement en train de faire une formation pour devenir thérapeute en relation d'aide au Centre de relation d'aide de Montréal. Je le vois comme le point final à mettre pour arriver à m'accepter totalement dans tout ce que je suis comme être humain. Puis je vais être disponible et formée, mais avec des outils vraiment concrets de thérapeute pour vraiment soutenir ces femmes-là, puis les aider à cheminer puis à accepter leur destin dans toute sa complexité. Et du coup, à qui est-ce qu'on laisse son héritage au sens large quand on n'a pas d'enfant? Ah, je trouve ça tellement intéressant, cette question-là. Il y a un livre super intéressant qui a été écrit par une femme que j'ai rencontrée au Not Mom Summit à Cleveland. Mon amie Kate Kaufman, son livre s'appelle « Do you have kids? Life when the answer is no ». Puis, elle consacre un chapitre sur ces 100 enfants qui décident de donner leur patrimoine à des œuvres de charité pour avoir un plus grand impact dans la vie de d'autres êtres humains. Puis c'est même pas des êtres humains qu'ils connaissent. C'est vraiment possible de faire une différence dans la vie de d'autres êtres humains. Puis, en fait, c'est que pour les 100 enfants, c'est qu'on n'est pas nécessairement
concentré sur notre famille biologique, tu sais. On est comme tourné vers les êtres humains ou ouvert vers les êtres humains en général, tu sais. On pense pas nécessairement à laisser nos possessions matérielles et notre argent à notre garçon ou notre fille. Je sens cette ouverture-là, ce désir que ce que je vais léguer, mon patrimoine monétaire, puisse servir à aider d'autres êtres humains ou peuvent servir à aider une cause. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Puis je pense que ça interpelle de plus en plus de gens sans enfants, comme une manière de redonner, donner au suivant. Et le patrimoine non monétaire? Quand on a des enfants, on transmet beaucoup de choses à ces enfants-là. Tu sais. On leur transmet qui on est, on leur transmet nos valeurs et tout ça. Puis là, pour les femmes sans enfants, cette chaîne de transmission est comme brisée. Et puis je pense que c'est important de trouver comment arriver à transmettre ce qu'on est d'une autre manière. Donc, pour moi, la transmission, elle se fait autrement, tu sais, elle se fait à travers mes élèves, mais elle se fait aussi à travers les relations que je crée avec d'autres personnes. Tout ce que tu as créé comme relation avec d'autres êtres humains, tout ce que tu as donné comme temps, comme énergie, comme passion, comme écoute, ça, c'est le legs que tu fais à d'autres êtres humains, tu sais. Tout le temps que tu donnes, toute l'écoute que tu donnes, que ce soit à des enfants biologiques ou des enfants qui sont pas à toi ou des amis ou des gens dans le besoin, ça a une valeur, ça n'a pas besoin d'être absolument de donner à un enfant biologique, tu sais, on peut donner de tellement de façons à tellement d'humains que, tu sais, c'est pas nécessaire que ça soit notre enfant biologique à qui on donne. Tu utilises le terme de femme sans enfant par circonstance de vie. Et il existe aussi des femmes sans enfants par choix, j'en fais un peu partie. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui peuvent avoir un enfant et qui décident de ne pas en faire et parfois même de se stériliser volontairement? En fait, moi, dans mon mouvement, puis mon site internet, ça s'adresse aux femmes sans enfants par choix et aux femmes sans enfants par circonstance de la vie. Parce que je crois vraiment que les deux peuvent s'apprendre mutuellement. Puis, entre autres, ce que je réalise, c'est que souvent, les femmes sans enfants par choix, quand elles parlent de leur vie d'une manière assumée, puis du fait qu'elles sont heureuses de ne pas avoir eu d'enfants, ça peut inspirer les femmes sans enfants par circonstance à se tourner vers le fait que c'est possible d'avoir une vie puis d'être heureuse sans enfants parce qu'elles ont la preuve sous les yeux. Ces femmes-là sont l'incarnation de femmes qui sont assumées, heureuses. Ces femmes-là, je pense, peuvent apporter beaucoup d'espoir aux femmes sans enfants par circonstance parce qu'elles s'assument. Pour ce qui est des femmes qui se stérilisent volontairement, c'est sûr que pour moi, c'est difficile. Il y a une partie de moi qui comprend ce non-désir d'enfant parce que j'ai des amies près de moi qui le savent depuis très longtemps qu'elles veulent pas d'enfants, elles ont pas cette pulsion-là, elles ont pas ce besoin-là. Puis je comprends vraiment, sincèrement, que ça se peut que ce soit pas le destin de tout le monde d'avoir des enfants. Puis il y a une partie de moi qui vit aussi en même temps un sentiment d'injustice. Quand j'entends des femmes qui disent qu'elles veulent se faire stériliser parce qu'elles veulent pas d'enfants, cette partie-là de moi dit mais il y a tellement de femmes qui souhaitent avoir des enfants et toi tu veux te faire stériliser, mais en même temps c'est ça la vie, tu sais. La vie est faite de plein d'options différentes, puis c'est correct, puis c'est à chacun son choix, puis à chacun son destin. Pour moi, il faut comme respecter ça. C'est pas tout le monde qui fait l'expérience de la vie de la même façon. Puis, on est qui pour juger? On est qui pour juger les femmes? Tu sais, je veux dire, c'est leur choix, là. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Moi, je trouve ça beaucoup plus responsable que ces femmes-là qui disent qu'elles veulent se faire stériliser parce qu'elles assument totalement leur choix.
Puis parce qu'elles prennent la responsabilité, elles ne veulent pas mettre au monde un enfant parce qu'elles n'ont pas envie de vivre ça, elles n'ont pas envie de s'en occuper, elles n'ont pas envie de cette trajectoire de vie-là. Puis ça, ce choix-là, ça fait que ça ne placera pas un humain sur Terre qui n'est pas désiré, qui n'est pas aimé, qui est pas voulu. Donc, ça va éviter de créer un humain qui potentiellement pourrait souffrir aux côtés d'un parent qui voulait pas vraiment de lui. Fait qu'à quelque part, il y a quelque chose de vraiment beau puis de vraiment responsable dans l'idée de se faire stériliser quand on veut pas d'enfant. Et en fait, je pense qu'on devrait davantage, dans la société en général, se demander pourquoi on fait des enfants. C'est quoi les raisons pour lesquelles on veut un enfant? Puis est-ce qu'on fait des enfants pour les bonnes raisons, tu sais? Je pense qu'on questionne beaucoup les femmes en leur demandant, en leur disant ah oui, les femmes qui veulent pas d'enfants, oh, tu veux pas d'enfants, comment ça tu veux pas d'enfants? Mais rarement on retourne la question de l'autre côté aux parents. Ah oui, tu veux des enfants, mais pourquoi tu veux des enfants? Tu sais, c'est comme si on remet pas en question ça, puis il me semble qu'on prend pas assez de temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles on fait des enfants. Je pense que si on prenait plus le temps de réfléchir à ça, ben peut-être qu'on en ferait moins ou peut-être qu'on mettrait le doigt sur vraiment pour quelles raisons on veut en faire, puis qu'on serait plus en harmonie avec soi-même. Puis, ben c'est ça. Je me suis mise à pleurer quand tu parlais. Ça me touche trop là. Ok. Par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu vis, qu'est-ce qui te met le plus en colère et qu'est-ce qui te soulage ou te le rend le plus heureuse? Ben, ce qui me met en colère, c'est de voir des enfants qui sont mis au monde, qui sont négligés, tu sais. Ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est qu'on dirait qu'on se questionne pas assez sur les raisons pour lesquelles on met des enfants au monde. Puis j'ai l'impression que c'est le fait qu'on se questionne pas assez, ça a des conséquences dramatiques sur plein d'enfants. Puis je me dis qu'on est des adultes, qu'on devrait être assez évolués puis intelligents pour prendre le temps de mieux réfléchir à pourquoi on met des enfants au monde. Puis que si on réfléchissait plus longuement ou si on était accompagné on avait une place pour discuter de ces questions-là, mais peut-être qu'on amènerait moins d'enfants dans le monde qui seraient plongés dans la souffrance. Moi, c'est ça que je trouve difficile à vivre. Tu sais, j'en côtoie, moi, des femmes qui ont eu des parents qui se sont mal occupés d'elles. Puis, ça laisse des traces pour une vie. Puis, encore là, je veux donner une référence vers un autre livre qui s'appelle The Female Assumption de Melanie Holmes. Ben, Melanie Holmes, c'est une femme qui a eu des enfants, mais elle-même dit qu'on devrait passer davantage de temps à réfléchir à pourquoi on veut des enfants. Puis, elle consacre une partie de son livre à la rédaction de plusieurs questions qu'on devrait se poser avant de faire des enfants. Puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant, sa réflexion là-dessus. Je pense vraiment qu'on devrait prendre plus le temps de se poser pour vraiment re-questionner tout ça. Puis de prendre moins pour acquis que c'est la suite normale des choses pour un couple de faire des enfants. T'sais. Voilà, ça, c'est ce qui me choque. Puis dans ma réalité de femme sans enfants, ce que je trouve génial à vivre, c'est ma liberté. Ma liberté de mouvement, ma liberté de temps, ma liberté... Quand je dis liberté de temps, ça veut pas dire que j'ai plein de temps pour aller me faire faire un manucure ou aller à la plage ou c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'a rien à faire là, puis que la vie est belle et on n'a pas de responsabilité là, particulièrement quand on est une femme sans enfants célibataire, on navigue à travers la vie seule avec toutes les responsabilités. Tu sais, c'est quand même pas évident. Puis, tu sais, on parle souvent de la charge mentale des mères, mais je pense que les femmes sans enfants célibataires en ont une charge mentale. Puis, cette charge mentale-là, elle vient avec la solitude.
Mais pour en revenir à la question, qu'est-ce que j'aime le plus de ma vie sans enfant? Ben c'est ça, c'est ma liberté. Ma liberté de choisir ce que je veux faire de ma vie, de choisir qui entre dans ma vie, avec qui je suis en relation dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais, comment je la planifie. C'est la plus belle chose, je dirais, le plus bel aspect de ma vie sans enfant. Alors, on arrive aux 3 dernières questions qui sont toujours les mêmes pour chaque personne que j'invite, enfin que j'écoute, que j'interviewe. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment? Non, j'aurais rien fait différemment parce que Hey, ça me touche vraiment. Ta question me touche parce que la réponse qui vient, c'est j'ai fait de mon mieux. Je pense que j'ai fait de mon mieux avec ce qui m'est arrivé. J'ai été à travers toute ce diagnostic, j'ai été créative, j'ai été combative, j'ai été résiliente, j'ai été courageuse. Puis à travers tout ça, malgré ma souffrance, ben j'ai eu envie d'aider d'autres personnes. Je pense pas que j'aurais pu faire autrement, puis je pense que j'ai fait de mon mieux. Puis en fait, je réalise que je suis fière de moi parce que, tu sais, cet engagement-là envers les femmes sans enfants avec le site, ben il a commencé en 2012. Puis on est en 2019, puis je suis encore là. Je suis en train de te parler aujourd'hui pour ce podcast. Puis j'ai encore cette passion-là, cet engagement-là tatoué sur le cœur parce que ça me tient vraiment à cœur, le parcours de ces femmes-là. Tu sais, je les aime, les femmes sans enfants. Sincèrement, je les trouve extraordinaires. Je les porte dans mon cœur. Puis je veux vraiment les accompagner pour qu'elles réalisent que leur vie vaut quelque chose, que leur vie est importante. Puis que même si parfois elles doutent de leur valeur, ben qu'elles sachent que pour moi, elles en ont une. Puis qu'elles ont tout un potentiel de vie devant elles, auquel elles peuvent avoir accès si elles arrivent à faire le deuil de la maternité. Si elles y arrivent, c'est pas la fin de la vie, quoi. Ça peut être un début, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être... du coup, on va se tourner vers l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent? Qu'elles sont pas seules, qu'il y a plein de femmes comme elles à travers le monde. Puis que je pense que notre force aux femmes sans enfants, c'est d'arriver à trouver... je pense que si on arrive à trouver le courage individuellement, de rendre notre voix, de faire entendre notre voix publiquement, ça peut vraiment transformer la vie des autres. Puis les aider à trouver, à donner un sens à leur vie. J'ai contacté beaucoup de personnes dans ma vie depuis 2012 pour les amener pour les solliciter, pour leur demander de m'accorder des entrevues. Puis souvent, on me répond qu'on se sent pas à l'aise de parler publiquement et de témoigner publiquement de son histoire, puis qu'on désire garder ça privé. Il y a une partie de moi qui comprend, il y a une partie de moi qui a envie de leur dire si tu le fais pas pour toi, ce témoignage-là, fais-le pour une femme qui souffre. Fais-le pour une femme qui se sent seule. Fais-le pour aider une autre personne à peut-être entendre une histoire, à entendre son histoire à travers ton histoire. En parlant de son histoire, on peut, sans savoir, créer un lien avec une autre personne, puis aider une autre personne à accepter son destin, puis à trouver la force de se tourner vers une vie qui va être différente, une vie sans enfant, puis une vie qui peut être super belle, épanouie, puis pleine de promesses. Message passé. Et enfin, dernière question, est-ce que tu es épanouie? Je crois que oui. Je crois que je suis épanouie. Mais je crois que la dernière, on pourrait appeler ça, comme on dit, nous, la cerise sur le sundae, ce serait pour moi vraiment de rencontrer l'homme de ma vie,
puis de bâtir une relation avec un homme avec qui je serais parfaitement moi-même et parfaitement bien. Donc, je dis souvent, moi, j'ai pas d'enfant, mais donc ce rêve-là est pas devenu réalité. Puis, mon autre rêve, ce serait de vraiment développer une relation de couple. Pour moi, ce serait vraiment une manière d'être totalement épanouie. Sinon, au point de vue amical, personnel, travail, spirituel, oui, je me sens une femme épanouie. Ok. Je crois que j'ai fini. Ça va? Non, ça va. C'est juste que ça brasse des trucs, là, des fois quand on en parle. C'est normal. C'était Môme de Laura Bois. Merci à Catherine Emmanuel de Lille de s'être confiée et d'accepter de partager son histoire avec vous. Merci d'avoir patienté 2 semaines de plus pour la sortie de cet épisode. C'était vraiment important pour moi qu'il sorte au moment de cet événement. On se retrouve très très vite pour le 6e épisode qui sortira normalement comme prévu le lundi 7 octobre. J'ai déjà plusieurs interviews enregistrées, il y a du progrès, mais je ne sais pas encore lequel je vais diffuser. Sinon, tu peux toujours écouter le podcast sur la plupart des plateformes audio comme Encore, iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et sur plein d'applis podcast. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire et tu peux me retrouver sur Instagram @mom_podcast ou Twitter @mompodcast. À bientôt! Et toi, t'en veux des mômes ?